Je m'appelle Pierre, j'ai 36 ans. Je suis dans les ruines d'un immeuble effondré. Cela fait une semaine que je survis ici avec mon fils, Théo, 8 ans. Il me regarde, les yeux cernés par la fatigue, pendant que je trie nos maigres provisions, 2 boîtes de conserve cabossées et un bidon d'eau dont l'odeur me dérange. C'est tout ce qu'on a. Les murs fissurés autour de nous sont noirs de suie. Les explosions ont tout ravagé. Le silence est assourdissant, sauf pour les craquements occasionnels des débris qui menacent de s'écrouler. Je n'arrête pas de repenser au jour où tout a basculé. Les sirènes hurlantes ont brisé notre quotidien. Puis, une lumière aveuglante a déchiré le ciel, suivie d'un souffle qui a balayé tout sur son passage. Marie, ma femme, me criait de prendre Théo pendant qu'elle courait chercher notre voisin âgé. Elle n'est jamais revenue. Cette image reste gravée dans mon esprit, comme une brûlure. J'ai crié son nom, mais elle était déjà partie, emportée par le chaos. Papa, tu crois qu'on reverra maman un jour? Théo me demande souvent cela. Je ne sais jamais quoi répondre. Je baisse les yeux et prétends être concentré sur autre chose. Je me raccroche à un espoir. Romain, mon frère, vivait hors de la ville. Peut-être a-t-il survécu. S'il est vivant, il pourrait nous aider. Mais pour l'instant, nous sommes seuls. Les provisions diminuent. L'eau que nous avons est douteuse, peut être contaminée par les radiations. J'ai un compteur Gégère que j'ai trouvé dans les décombres, mais il ne clignote que trop souvent. Il faut que je trouve un moyen de purifier l'eau avant que Théo ne tombe malade. Chaque goutte que je lui donne me fait trembler. Est-ce que je l'empoisonne? Je me réveille chaque jour avec un poids écrasant, la culpabilité. J'aurais dû sauver Marie. J'aurais dû prévoir tout ça. Et maintenant, je ne sais même pas combien de temps je pourrais protéger Théo. Pourtant, au fond de moi, une flamme persiste. Je veux lui offrir une vie meilleure, même si ce n'est qu'une illusion. Il m'arrive de me surprendre à rêver d'un foyer où il pourrait rire de nouveau. Théo me regarde avec ses grands yeux. Papa, on va faire quoi quand il n'y aura plus rien à manger? Je réponds instinctivement, on trouvera une solution, je te le promets. Mais à l'intérieur, je suis terrifié. Je me demande combien de temps je pourrais tenir cette promesse. Je repense souvent à mon père. Ancien militaire, il disait toujours que notre monde était fragile. Un jour, tout s'effondrera, disait-il. Je me moquais de lui, le traitant de paranoïaque. Aujourd'hui, ces mots résonnent dans ma tête comme une prédiction étrangement précise. Je ne peux plus attendre. Nos ressources s'épuisent. Je décide de quitter notre abri pour explorer le quartier voisin. Peut-être qu'il y a de l'eau plus pure ou des provisions cachées. Théo me supplie de l'emmener. Je résiste d'abord, mais il refuse de rester seul. Je finis par céder, même si l'idée de l'exposer au danger me glace le sang. Je prends un vieux sac à dos, le compteur Gégère, un couteau rouillé, et un manteau pour Théo. Avant de partir, je laisse un mot sur un bout de papier, Pierre et Théo, au cas où. C'est absurde, mais j'espère toujours que Marie reviendra et qu'elle le trouvera. Sur la route, on croise une femme assise à même le sol. Elle est blessée, son bras enveloppé dans un chiffon sale. Elle mendie de l'eau. Je lui tends quelques gorgées. Elle nous avertit, faites attention, il y a des pillards dans le coin. Elle refuse de nous suivre, trop effrayée. Nous continuons, mais ses paroles me hantent. Un craquement assourdissant retentit. Un mur s'effondre non loin, soulevant un nuage de poussière radioactive. Théo tousse violemment. Je le couvre avec mon manteau et on se met à courir. Mon compteur Gégère commence à émettre des bips frénétiques. Le taux de radiation est bien plus élevé que prévu dans cette zone. Nous nous réfugions derrière un amas de béton pour reprendre notre souffle. Théo tremble, son regard perdu. La peur me gagne, mais je dois rester fort pour lui. Après avoir repris notre souffle, nous contournons les ruines et tombons sur un ancien centre de recherche partiellement effondré. Des dossiers jonchent le sol, leurs pages éparpillées par le vent. Je remarque des termes alarmants comme « test nucléaire » et « fuite accidentelle ». Ces documents laissent entrevoir une vérité troublante, la catastrophe aurait pu être évitée. Je suis pris de colère en réalisant que ce désastre est le fruit de la négligence humaine, peut être même volontaire. Théo, curieux, tire sur ma manche. Je range rapidement un dossier dans mon sac avant de repartir. Ces révélations ne me quittent pas. Elles alourdissent le poids déjà écrasant de notre survie. Je me demande si Marie connaissait ces informations avant que tout ne s'effondre. Avait-elle compris ce que je ne voyais pas?
Théo marche en silence à mes côtés, sa petite main accrochée à la mienne. Je ne peux pas lui montrer ma colère ni mes doutes. Je dois rester concentré sur une seule chose, notre survie. Il devient clair que rester dans cette ville est un piège mortel. Les radiations augmentent, les ressources s'épuisent, et les dangers humains se multiplient. Je décide de changer de cap. Nous allons tenter de rejoindre une route nationale, en espérant trouver une zone moins contaminée. Je sais que c'est risqué, mais l'immobilité serait encore plus fatale. Théo brise enfin le silence. Il me parle des Noëls passés, des cadeaux, du sapin lumineux dans notre salon. Je l'écoute, les larmes aux yeux. Il me dit qu'il veut retrouver ces moments, même si ce n'est qu'un rêve. Je lui promets qu'un jour, nous aurons à nouveau un foyer, un sapin, et peut-être même un vrai repas de Noël. Cette promesse me semble absurde, mais elle nous donne une raison d'avancer. En longeant une route abandonnée, je vois un panneau indiquant le village de mon père. Les souvenirs remontent, sa voix, ses mises en garde incessantes sur la fragilité du monde moderne. Je m'étais toujours moqué de lui, mais aujourd'hui, ses paroles sonnent comme une prophétie. Je me demande ce qu'il aurait fait à ma place. Aurait-il été mieux préparé? Aurait-il sauvé Marie? Ces pensées me hantent alors que je tiens la main de Théo. Mais je les repousse. Le passé est un poids que je ne peux plus porter. Nous arrivons à une gare routière déserte, entourée de carcasses de bus. Le compteur GGR siffle faiblement, mais l'air semble respirable. Je scrute les environs. Il n'y a personne, mais des traces dans la poussière indiquent qu'on n'est pas seul. Un bruit de pas brise le silence. Je me cache avec Théo derrière un bus renversé. Les pas se rapprochent. Un groupe de 4 personnes émerge, des pillards, armés de battes et de couteaux. Mon cœur s'accélère. Je serre le manche de mon couteau, priant pour qu'ils ne nous voient pas. Les pillards nous repèrent. L'un d'eux crie, pointant son arme vers nous. Je me lève lentement, interposant mon corps entre eux et Théo. Ils exigent nos provisions. Mon premier réflexe est de refuser. Leur leader s'approche, un sourire mauvais sur le visage. Je ne réfléchis plus. Quand il tend la main vers moi, je l'attaque avec le couteau. Une lutte acharnée s'ensuit. Je parviens à le blesser, mais un autre me frappe violemment à l'épaule. Théo hurle, terrifié. Dans la confusion, je crie à mon fils de courir. Les pillards, pris de court par ma résistance, hésitent. L'un d'eux recule, murmurant qu'on n'en vaut pas la peine. Je profite de cet instant pour attraper Théo et nous enfuir. Mon épaule me lance, mais l'adrénaline m'empêche de faiblir. Nous courons jusqu'à être hors de portée. Théo est en larmes, agrippé à moi comme si sa vie en dépendait. Je le serre contre moi, murmurant que tout ira bien, même si je n'en crois pas un mot. Nous nous arrêtons sous un pont pour reprendre notre souffle. Mon épaule saigne, mais je suis vivant. Théo s'endort contre moi, exténué. Je réalise que je suis prêt à tout pour le protéger, même à tuer. Cette pensée me terrifie autant qu'elle me rassure. Le monde m'a changé. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Mais si ces changements signifient que Théo a une chance de survivre, alors ils en valent la peine. Le lendemain, nous reprenons la route. Je pense au dossier sur la catastrophe, à cette vérité qui pèse sur mes épaules. Mais je choisis de mettre ces questions de côté. Ma priorité est claire, Théo et moi devons trouver un endroit sûr. Nous croisons un petit campement de survivants. Ils nous accueillent avec prudence, mais partagent un peu d'eau filtrée. Ce premier geste d'humanité depuis des jours me réchauffe le cœur. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Dans ce camp, la vie est loin d'être parfaite. Les tensions sont palpables, et les ressources rares. Mais pour la première fois, je vois Théo sourire en jouant avec d'autres enfants. Cela suffit à alléger un peu le poids sur mes épaules. On commence à parler d'un plan, quitter cette région pour chercher une zone moins irradiée. L'idée me terrifie, mais elle offre une lueur d'espoir. Un matin, Théo me demande « Papa, tu crois qu'on pourra un jour retrouver une maison ?» Je réponds sans hésitation « Oui, on trouvera un endroit où vivre. » Cette promesse, je la fais autant à lui qu'à moi-même. Je commence à croire qu'on peut réellement reconstruire quelque chose. Peut-être pas comme avant, mais quelque chose qui nous permettra de survivre, et peut-être même de vivre. Avant de partir, je grave nos noms sur un panneau de bois planté à l'entrée du camp, Pierre et Théo, survivants. C'est une manière de dire au monde que nous étions là, que nous avons tenu bon. Je regarde Théo, qui me sourit. Pour la première fois depuis longtemps,
Je ressens quelque chose de proche de la paix. Nous vivrons. Et nous reconstruirons.